Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 10 mai. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous vous expliquons votre actualité locale avec nos invités, mais également avec les journalistes de la rédaction. Tout de suite pour commencer, les titres de cette édition. Le conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a réélu son président et ses vice-présidents hier soir sans grand changement. Une élection qui fait suite à la décision du tribunal administratif de Versailles d'annuler une partie des délibérations du 9 janvier suite à un recours déposé par un collectif de citoyens et les élus de gauche. Le nouveau président de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines a été désigné ce matin avec 22 voix contre 34 lors du vote. Didier Guillemot, enseignant-chercheur et médecin, prend la suite de Jean-Luc Vessière à la tête de l'UVSQ. Il est notre invité ce soir. Et aujourd'hui 10 mai, c'est la journée nationale de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. À Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est cette journée qui a été choisie pour être le point d'orgue de la semaine pour la mémoire de l'esclavage, avec cet après-midi à l'espace Albert Camus de Maurepas, une exposition dédiée aux chants, danses et rythmes noirs au temps de l'esclavage. Et je vous le disais en titre, le conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a réélu son président et ses vice-présidents hier soir. Une élection qui fait suite à la décision du tribunal administratif de Versailles d'annuler une partie des délibérations du 9 janvier dernier suite à un recours déposé par un collectif de citoyens ainsi que des élus de gauche. Le maire de Montigny-le-Bretonneux, Michel Logier, reprend donc son siège de président. Plus de détails avec William L. Michel Logier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une soirée sans suspense et sans surprise. Le 9 mai dernier, Michel Logier est réélu président du conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines suite à l'annulation du vote du 9 janvier par le tribunal administratif de Versailles. Avec 43 voix sur 46 suffrages exprimés, le maire de Montigny-le-Bretonneux reprend son poste. Une partie des délibérations du mois de janvier ont été annulées par le tribunal, tout ça parce qu'il y avait un filtrage à l'entrée alors que nous étions dans une situation d'état d'urgence. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps pour rien, parce que finalement vous voyez qu'on est exactement dans la même configuration de celle que nous avions décidée au mois de janvier. Donc on a perdu du temps, on a perdu de l'argent, et je pense qu'il est grand temps de se mettre au travail dans l'intérêt des Saint-Quentinois. Joséphine Coleman-Berger reprend la première vice-présidence. Aucun changement pour les 11 vice-présidents. En revanche, le vote s'est déroulé sans la gauche qui a refusé d'y prendre part en restant en retrait pendant toute la durée de l'élection des vice-présidents. Il y a certains votes auxquels on n'a pas participé, tout ce qui concernait l'exécutif, puisque de nouveau on en est exclu. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des communes qui méritent d'être représentées avec des vraies délégations, puis il y a les sous-communes. On espérait que cette deuxième élection allait permettre de remettre les choses à plat. Ce n'est pas le cas. On le regrette parce que c'était un petit peu l'occasion de repartir sur de meilleures bases. La gauche conserve des postes de conseillers communautaires. Selon eux, la représentation politique du conseil d'agglomération ne serait pas équitable. Pointé du doigt par la droite lors du conseil, le coût de ces élections aux contribuables saint-quentinois. Et dans l'actualité locale et nationale, Aurore Berger, élue Les Républicains dans l'opposition à Manille Hameau, a dénoncé le sexisme dont elle a été victime. Elle a déploré sur Twitter, comme vous le voyez, les remarques déplacées de ses collègues masculins après la révélation des accusations contre Denis Baupin. Les faits se seraient déroulés au lendemain des accusations de harcèlement sexuel lancées à l'encontre du député écologiste lors du conseil d'agglomération de lundi soir dans lequel elle a siégé. Et les nombreuses remarques sexistes qui l'ont émaillée, selon l'élu, pour Aurore Berger, il est essentiel que les femmes concernées parlent et que les hommes dénoncent les comportements de leurs collègues. Aurore Berger qui sera très prochainement notre invitée pour réagir à cette affaire. Et aujourd'hui, l'agence départementale d'insertion Activity dans les Yvelines et la maison de l'emploi et de la formation de Nanterre ont signé ce matin une convention avec la SNCF, une signature qui s'inscrit dans le cadre des travaux de prolongement du RERE pour la mise en place d'un dispositif d'insertion professionnelle. L'objectif, favoriser l'emploi durable des Yvelinois en parcours d'insertion sur les différents marchés du programme EOL en positionnant l'agence Activity comme coordinateur départemental. Les précisions au micro de William L. L'objectif pour nous, c'est de signer une charte pour l'insertion des personnes en difficulté. Donc cette insertion vise les personnes qui sont les chômeurs de longue durée, les jeunes qui n'ont jamais accès à l'emploi et toutes les personnes qui ont vraiment du mal à trouver du travail. L'objectif, c'est de trouver les moyens, avec les partenaires locaux, et notamment Activity, d'insérer ces personnes sur le chantier et de leur permettre d'accéder au monde du travail avec un objectif qualitatif de vider des CDI, c'est-à-dire des contrats à durée indéterminée, donc vraiment viser de l'emploi durable et vraiment remettre les gens dans le monde du travail. C'est d'abord la démarche d'insertion professionnelle qui nous intéresse, puisque ce sera
les attributaires du RSA yvelinois qui seront prioritaires pour l'accès aux 7% d'heures réservées sur le chantier au processus d'insertion. Donc c'est pour nous effectivement un moment important. Et puis c'est un moment aussi important parce qu'Éole va desservir le nord des Yvelines qui est le plus touché aujourd'hui par la crise économique et qui est donc la partie du département qui a le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA. Et nous recevons ce soir en plateau le nouveau président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Didier Guillemot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous avons en entretien en exclusivité. Alors vous avez été élu à 22 voix sur 34 au premier tour. Est-ce que vous vous attendiez à cette issue ? Je m'attendais à une issue favorable, mais comme vous l'imaginez, jusqu'au dernier moment, c'est toujours incertain. Et donc, je suis effectivement ravi. D'abord, ravi que vous m'invitiez. Ravi de l'issue parce qu'au fond, ça dit bien qu'il y a eu des débats, il y a eu une campagne. Je trouve, comme je l'avais dit ici, c'est un exercice démocratique universitaire, c'est assez unique. Mais au fond, 22 voix sur 34, ça donne quand même un conseil d'administration qui va pouvoir faire vraiment des choses. Alors justement, vous prenez la suite de Jean-Luc Vessière, donc président de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines de 2012 à 2016. Jean-Luc Vessière qui s'est désisté d'ailleurs hier. Je vous propose d'écouter sa réaction par rapport justement à sa non-victoire. Vraiment une déception, une certaine amertume, mais bon, ça c'est le jeu de la démocratie. Il faut se plier à ses joies et ses peines, on va dire. Donc essayer de rebondir, de positiver. Bon, moi j'ai l'impression d'avoir fait le job. De ce que je pouvais, alors c'est peut-être pas ce qu'attendait tout le monde, manifestement il y avait un besoin de changement. Ce que je souhaite surtout, c'est que, voilà, qu'il œuvre au rayonnement, au développement de l'université, c'est ce qui m'importe, et donc au mieux-être encore, si possible, ça va passer des moments un peu compliqués de la communauté. Bon, un peu déçu, mais il vous souhaite quand même bonne chance. Moi, je veux vraiment saluer le travail de Jean-Luc Vessière. Hein. Les 4 années n'ont pas été faciles, il faut être très honnête, mais on l'a vécu. Je pense qu'il a fait un travail extrêmement important. Il a tenté et tout fait pour que notre université se remette à flot financièrement. Ça a été compliqué. Donc vraiment, sincèrement, je veux saluer et rendre hommage et à Jean-Luc Vessière et à l'ensemble de son équipe. Alors si on revient rapidement sur votre parcours, bon, c'est compliqué car il est assez long, vous êtes enseignant-chercheur, médecin, vous avez travaillé notamment sur l'infection du VIH, vous coordonnez également un programme de double diplôme de l'université Paris-Saclay, vous êtes un homme de terrain. Est-ce que cela va vous aider justement dans votre nouvelle fonction ? Je crois que oui. Parce que ce qui m'intéresse, hein, et vous l'avez très bien dit dans votre parcours, ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé, c'est de construire. Je suis médecin, je suis aussi épidémiologiste, épidémiologiste de terrain. Et dans ce parcours, eh bien, j'ai construit des dispositifs, j'ai construit des programmes, j'ai parfois de programme assez lourd, assez important sur le temps. Et ça, je pense que c'est vraiment une de mes forces pour avancer dans le contexte Paris-Saclay. Je pense qu'on va y venir. Alors justement, voilà ma prochaine question. L'avenir, c'est Paris-Saclay. Quelles vont être, vous avez déjà des décisions rapides qui vont venir par rapport à cela ? Alors d'abord, ce n'est pas des décisions, c'est des réunions, elles s'imposent. L'agenda est là, comme vous le savez, l'IDEX a été évalué. Cet IDEX a été évalué avec une demande de revoir les choses d'ici 18 mois et de ce que Paris-Saclay identifie ce qu'on appelle l'université cible, pour utiliser un terme français. Je vais travailler à ça, évidemment, dès demain. Alors justement, il y a aussi un désir d'unifier l'UVSQ, de créer une meilleure coordination avec Paris-Saclay. Quelles sont un peu les ambitions par rapport à cela ? C'est tout simple. Comme je l'avais dit quand j'étais venu à votre micro il y a quelques semaines, il faut que l'Université de Versailles soit force de proposition. Elle l'est déjà, mais il faut que institutionnellement, politiquement, l'UVSQ porte des projets vers Paris-Saclay, de façon à ce que Paris-Saclay, ce soit aussi le département des Yvelines et l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La première chose que je vais faire, comme je l'avais annoncé, c'est que je vais créer une task force Paris-Saclay, en impliquant les collègues les plus impliqués dans la dynamique, de façon à ce qu'il y ait une coordination, et nous allons mettre au point une stratégie. Alors au niveau du budget, on connaît les difficultés de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer pour justement aller vers cet avenir Paris-Saclay ?
Première chose que je vais faire aussi, c'est un audit d'activité de l'ensemble de l'université, puis un audit financier. À l'issue de ça, j'aurai des éléments un peu plus importants et un peu plus clairs sur, évidemment, les marges. Je pense que la force de Paris-Saclay, c'est le fait qu'il y ait une dynamique de croissance universitaire et qu'il y ait évidemment des financements pour des projets dits d'excellence, en fait. Ce sont des projets extrêmement ambitieux. Je pense que nous avons des forces dans notre université pour y aller. Je pense notamment, mais pas exclusivement, à tout le champ des humanités au sens très très large du terme. Et au fond, j'inclus même la médecine, parce que la médecine est une science de l'humain. Et c'est de ce côté-là qu'il va probablement falloir mettre l'emphase, avec d'autres forces du côté des technologies, de l'informatique. Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir que notre université, et personnellement, que je porte des projets de façon à ce qu'ils soient soutenus par Paris-Saclay. Alors il y avait voilà, un problème dont nous avions parlé justement dans notre JT, tous les doctorants qui n'ont pas de contrat, il y a des emplois précaires à la fac. C'est un problème auquel vous allez vous attacher ? Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a la question de la précarité en rapport avec les contrats à durée déterminée des personnels de l'université. C'est une chose auquel je suis attaché, auquel je ferai extrêmement attention, et j'ai même annoncé dans le programme que nous allions tenter de faire évoluer les situations de notre personnel. Il y a par ailleurs des étudiants, je n'ai pas d'idée arrêtée, mais les étudiants qui sont doctorants, pour moi, sont des étudiants. Alors certains, par ailleurs, peuvent avoir des emplois, peuvent avoir des situations particulières. Et ça, eh bien, je l'ai annoncé aussi, nous allons travailler à rédiger ou à constituer ou à construire une charte des régimes spéciaux étudiants. Et on examinera ces questions dans ce cadre-là. Alors justement, les étudiants, voilà, ils font partie également de votre réussite, parce que vous avez un peu séduit tout au long de la campagne. Je sais que vous avez beaucoup eu d'adhérence justement des étudiants. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est peut-être qu'ils ont peur de voir leur université changer, ou peut-être qu'ils attendent beaucoup justement de vous? Écoutez, je pense qu'ils attendent en fait d'être impliqués dans l'université. Les étudiants ont probablement beaucoup moins de résistance au changement que les moins étudiants ou les plus âgés, dont je fais partie. Ce dont ils ont envie, c'est que l'université les emmène et les aide à participer. Ils ont plein d'idées. La maison de l'étudiant est un bon exemple. Nous allons travailler ensemble, à savoir, par exemple, c'est un objet, il y en a d'autres, à comment est-ce que les étudiants peuvent être partie prenante de l'existence et de la vie de la maison de l'étudiant. Vous voulez juste les impliquer encore plus? Oui, bien sûr. Ils ont plein d'idées. Est-ce qu'il y a une volonté, peut-être, justement, de rehausser aussi le niveau de la fac en dehors de Paris-Saclay, de faire que voilà, l'université de Versailles 50 ans rayonne un petit peu plus, d'aller vers de nouveaux diplômes, peut-être, ou des contrats de professionnalisation? Alors, quand on annonce l'idée d'aller vers de meilleurs diplômes, ça signifie que les diplômes ne seraient pas si bons que ça. Je pense que les diplômes de notre université sont très bons. Il faut les valoriser et les rendre visibles. Évidemment qu'à côté de ça, et le chantier des licences dans le cadre de Paris-Saclay s'annonce, il me semble important d'essayer de nous spécifier, de faire exister effectivement des formations qui peuvent être un peu expérimentales. J'ai aujourd'hui dit que ce que je souhaitais, je sais que ce n'est pas simple, mais c'est d'aller vers cette idée où les étudiants pourraient être un peu à la carte dans certains parcours. Je pense que c'est très bénéficiable aux étudiants, c'est assez moderne, ça se fait dans beaucoup d'universités internationales. Je ne sais pas si on arrivera à le faire très rapidement, mais ce que je souhaite, c'est que nous allions effectivement vers des doubles diplômes, des choses qui ne se font pas ailleurs dans le cadre de Paris-Saclay, enfin sur Paris-Sud, de façon à ce que nous ayons des spécificités. Une dernière question avant de terminer cet entretien. Le baccalauréat approche, c'est beaucoup de nouveaux étudiants qui vont peut-être choisir l'université. Comment allez-vous faire pour les attirer justement vers l'université de Paris, Versailles 50 ans en Yvelines? Alors, APB est passé ou est en cours. Donc là, c'est un peu, on est dans le train. On ne va pas changer les choses et comme pour l'année prochaine, dans ce cas-là, se transformer d'un coup de baguette magique. Par contre, pour l'année prochaine, oui. Il me semble qu'il faut avancer sur cette idée que notre université, et elle l'est, est une université dont les particularités, c'est qu'elle est ancrée sur de grands enjeux de société. De grands enjeux de société qui sont potentiellement visible à un niveau international, à un niveau national bien sûr, à un niveau régional a fortiori. Mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Vous vous rendez compte, une université qui essaye de réfléchir, de travailler, d'emmener ses étudiants dans les métiers de demain,
qui correspondent aux grands enjeux de la société. Alors je peux vous citer comme ça quelques exemples. Le spatial, par exemple, le climat, l'environnement, par exemple, le handicap. Et il y en a d'autres. Tout ça, ce sont des enjeux de société particulièrement importants. Eh bien, l'Université de Versailles développe déjà là-dedans. Il faut que nous le mettions en avant. Merci beaucoup Didier Guillemot. Et maintenant, nous passons à un tout autre sujet. Hier, à l'occasion de la fête de l'Europe, le lycée professionnel Jacques Prévert de Versailles a organisé une journée spécifique. Au programme, une conférence sur l'Europe présentée par le député Jean-Frédéric Poisson et une remise de diplôme d'Europass. Retour sur cet événement avec Fanny Bourdillon. Le 9 mai, c'est la journée de l'Europe depuis maintenant 1985. L'occasion pour le député Jean-Frédéric Poisson de se rendre au lycée professionnel Jacques Prévert de Versailles. Devant une centaine de lycéens, il y a tenu une conférence pour partager sa vision de l'Europe. La France a besoin des générations qui viennent, que rappeler à ces jeunes gens et jeunes filles que dans quelques années, c'est eux qui auront les clés. Il faudra veiller à ce que l'héritage le plus précieux que nous avons reçu des générations précédentes, c'est-à-dire notre civilisation et la paix, soient transmises et qu'ils aient la volonté de transmettre cet héritage-là. L'Europe, un enjeu crucial pour ce lycée qui propose des sections européennes et envoie chaque année 10 de ses élèves effectuer un stage en immersion de 4 semaines en Espagne. Nos élèves ont déjà la possibilité de suivre une section européenne en espagnol et moi-même j'ai la possibilité d'enseigner la matière professionnelle en anglais et nous souhaitons vraiment développer les langues étrangères pour nos élèves afin de faciliter encore leur recherche de travail à la sortie du bac. Après la conférence, place à la remise des diplômes Europass. Ces certificats attestent d'une expérience professionnelle à l'étranger. Des séjours que ces lycéens en terminale ne sont pas prêts d'oublier. On apprend à être plus responsable, à être plus autonome. On est quand même un peu livré à nous-mêmes pendant un mois. C'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis des années, c'était d'avoir une expérience professionnelle en Espagne. Et je regrette rien, je regrette pas d'être partie. Depuis 2013, une quarantaine de lycéens ont réalisé des stages à Salamanque en Espagne. L'année prochaine, changement de destination, direction Séville. Et en ce mardi 10 mai, jour national de commémoration de l'abolition de l'esclavage, se termine la semaine pour la mémoire de l'esclavage à Saint-Quentin en Yvelines. Le collectif en charge de l'événement a organisé cet après-midi à l'espace Albert Camus de Maurepas une exposition dédiée aux chants, danses et rythmes noirs au temps de l'esclavage. Camille Lambert pour ce reportage, regardez. Blues, guoka et samba, 3 genres musicaux très différents et pourtant ils possèdent les mêmes racines. Mardi 10 mai, le collectif pour la semaine de la mémoire de l'esclavage de Saint-Quentin en Yvelines a organisé une exposition dédiée à la musique noire au temps de l'esclavage. Ils ont pu recréer avec des instruments ou des matériaux qu'ils trouvaient sur place, ils ont pu recréer des styles, des genres musicaux à partir de ce qu'ils avaient avec le mélange d'autres inspirations, d'autres musiques européennes ou amérindiennes. 14 panneaux retracent l'histoire de chaque genre musical. On apprend alors que la samba au Brésil puise ses racines en Afrique et plus précisément en Angola et au Congo. Une exposition pour rappeler l'importance de l'esclavage sur le monde et la musique. C'est un pan de l'histoire de l'humanité déjà. C'est quelque chose qui était l'un des premiers systèmes mondialisés, puisque ça touchait les 3 continents. Donc il faut partager cette mémoire-là pour pouvoir construire le lendemain, disons, ensemble, construire ensemble l'avenir. En fait. Évolutive, l'exposition sera agrémentée année après année d'autres courants musicaux. La traite négrière a fait plus de 25 millions de victimes à travers le monde. Et c'est à présent l'heure de notre chronique. Ce soir, c'est Camille Lambert qui nous a rejoint en plateau pour une grande première. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors, vous allez nous présenter la première bande dessinée à avoir pour héros un chien guide d'aveugle. Elle est écrite par Georges Grard, auteur yvelinois. Alors comme vous pouvez le constater, Florane, je ne suis pas venue les mains vides. Je vous présente donc Sparte. La BD s'appelle Souriez, vous êtes guidés. Il est sorti hier en librairie et Georges Grard s'est inspiré de son chien Sparte pour créer ce nouveau personnage. On l'écoute se présenter ce nouveau héros. C'est de sa naissance jusqu'à sa retraite, avec l'ambition de montrer la sélection, de montrer l'éducation, la famille d'accueil, de montrer aussi le lien qu'il va former avec son maître, cette équipe, comme il l'appelle, et puis aussi comment on forme cette équipe. Moi, ce que j'aime bien, c'est apporter vraiment le rire,
puis la réflexion derrière. Que le rire pousse la réflexion. C'est vrai que le chien ressemble un peu à son propre chien. Alors c'est donc une BD humoristique avec une visée informative. Il s'agit d'ailleurs d'un partenariat avec la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Alors l'idée c'est vraiment d'expliquer aux jeunes mais aussi aux plus grands comment se déroule le parcours du chien guide et à quelles problématiques sont confrontés les non-voyants. Georges Grard s'est donc rendu dans des centres de formation pour recueillir le témoignage des éducateurs, des familles d'accueil et des malvoyants. 12 000 exemplaires ont déjà été vendus, essentiellement aux associations de chiens guides et pour l'éducation nationale, marraine de l'ouvrage. Alors la BD fera donc le tour des écoles. L'auteur n'en est pas à son coup d'essai. Il a écrit une 60aine d'ouvrages, dont une 20aine de bandes dessinées. Nous l'avions rencontré en mars lors des journées Handifac de l'UVSQ. C'était vous d'ailleurs, Camille, qui l'avez rencontré. Il donnait une séance de dédicace. Alors il était enseignant avant de se lancer dans l'écriture. Il a commencé en 2003 la BD avec Léo Élu, qui traite des relations entre frères et sœurs. Et depuis 2006, il a créé la bande à aide. Alors il met en scène pour la première fois dans l'histoire de la BD de jeunes héros handicapés. Et c'est pour cette BD d'ailleurs qu'il avait été invité à l'université de Versailles-Saint-Quentin. La bande à aide a obtenu le prix Handy Livre du meilleur ouvrage jeunesse 2007-2008, un thème qui lui tient particulièrement à cœur depuis sa rencontre avec un élève. J'ai eu un enfant handicapé dans ma classe qui m'a dit un jour, on parle de nous les handicapés, mais on ne nous montre jamais. Et là, ça a été un grand Big Bang dans ma tête. Je me suis dit, c'est vrai, il n'y a pas de héros handicapés. Alors je me suis dit, je vais en créer. Moi, le message essentiel, c'est que le bien le plus précieux, c'est la vie. La vie. Alors quand on a des accidents de vie, comme dans le handicap, mais des chagrins d'amour, des chagrins de vie aussi, eh ben, il faut rebondir. Alors, une philosophie que l'on retrouve aussi dans son magazine, L'Indispensable, créé en 2014. J'ai entre les mains le dernier numéro. Georges Grard est le directeur de la publication et plus de 50% des contributeurs sont eux-mêmes en situation de handicap. C'est un trimestriel disponible seulement sur abonnement. Et l'objectif de ce magazine, c'est de lutter contre les préjugés, parler du handicap dans la société, avec des sujets aussi variés que le sport, la culture ou encore le tourisme, et avec un humour toujours aussi mordant. Merci beaucoup Camille. Alors peut-être des idées de lecture pour nos spectateurs. Alors on le rappelle, Sparte, souriez, vous êtes guidés, est donc sorti hier en librairie. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors initialement, ce ne devait être qu'un one-shot, mais face au succès déjà rencontré, Georges Grard prévoit peut-être de faire vivre Sparte à nouveau dans d'autres aventures. Eh bien, on ne manquera pas de suivre ces sorties de très près. Et pour ceux qui souhaitent rencontrer l'auteur, il sera présent au Salon du Livre organisé le 25 juin à la Verrière. Ne manquez pas sa venue. Merci beaucoup Camille. Et nous restons dans la culture. Hier, lundi 9 mai, avait lieu la réouverture de la galerie des carrosses du château de Versailles, fermée au public depuis 2007. Cette réouverture définitive a été rendue possible grâce au mécénat de la fondation d'entreprise Michelin. La galerie présente l'une des plus importantes collections de carrosses d'Europe. Pour l'occasion, toutes les voitures ont été entièrement restaurées, comme vous le montrent Sephora Namani et Patrick Jacques de Dixmude. Il est le joyau de la collection exposée dans les grandes écuries du château de Versailles. Il s'agit du carrosse du sacre de Charles X. 4 tonnes, 5 mètres de haut, 7 mètres de long. Cette voiture est reconnue comme le chef-d'œuvre de la carrosserie française pour l'ingéniosité de sa mécanique, la richesse de ses ors et des ornements auxquels concourent tous les arts décoratifs. Le carrosse dans la monarchie française, c'est le symbole du pouvoir en marche. Et à Versailles, eh bien, nous n'avons pas des véhicules pour voyager, nous avons des véhicules pour montrer le roi. Donc il faut bien comprendre que le carrosse, c'est comme un trône ambulant. Et trône, c'est-à-dire aussi un objet d'art réalisé par les meilleurs artistes et artisans de la couronne. Fermée au public depuis 2007, la Galerie des Carrosses vient de rouvrir grâce au mécénat de la Fondation Michelin. La surface d'exposition a doublé et s'étend à présent sur plus de 1000 mètres carrés. Elle présente l'une des plus importantes collections de carrosses d'Europe entièrement restaurées. Différents films faits à partir d'images de drones et de captations 3D à l'intérieur des carrosses permettent de comprendre l'apparition de ces voitures et la technique utilisée pour les fabriquer. L'appareil pédagogique est effectivement très important pour le public parce que finalement, c'est des collections un peu insolites. Donc il faut expliquer au public d'abord pourquoi ce sont des objets d'histoire. Ici, chaque carrosse est une page de l'histoire de France. Et puis les faire aussi un peu rentrer dans cette technique hippomobile. Du char funèbre de Louis XVIII aux voitures de la présidence, en passant par les berlines du mariage de Napoléon Ier, les carrosses de Versailles sont des monuments historiques et artistiques, à l'image des écuries royales, bâties par Jules Ardois-Mansart entre 1679 et 1682.
Et c'est la fin de cette édition. À suivre le 7-8 Société présenté par Nouradine Agne, objet du débat, état des lieux et réponse à la radicalisation avec ses invités. C'est la fin de cette édition, je l'ai déjà dit, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve demain pour un nouveau journal. Au revoir.